Bonjour Aurélien. Bonjour. Tu as une formation universitaire en théorie de la communication et théorie de l'art. En 2014, tu crées Les Possessions, une œuvre qui fait une belle carrière. En 2018, tu as une première exposition personnelle en Italie. En 2019, tu crées ta première grande composition naturaliste en Italie également. En 2023, tu exposes au McVal. J'ai envie de te dire que tout cela demeure un peu mystérieux pour moi. Et j'aimerais que tu nous présentes ton parcours, ce que tu as fait, vers quoi tu es allé, et que tu articules un petit peu tout cela pour présenter qui tu es et ce que tu fais. Donc effectivement, j'ai un parcours universitaire. J'ai commencé ça à Nice, à Paris et Amiens. Donc peut-être que la question de l'itinérance vient de là. L'itinérance commence dès la recherche à l'université. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, initialement, j'avais pas prévu de faire l'artiste. J'avais prévu de travailler dans l'art contemporain, de devenir directeur d'un grand centre d'art, mais pas du tout de faire l'artiste. Et je me suis retrouvé donc à faire de la médiation. Parce que comme j'avais un parcours atypique en communication, en théorie de l'art, c'était pas du tout ce qui était recherché dans le milieu de l'art. Et peut-être que ce serait un peu différent aujourd'hui, je sais pas. Mais en tout cas, à l'époque, c'était dans les années 2000, c'était inenvisageable d'obtenir un poste intéressant, si ce n'est, enfin intéressant, au-delà de la médiation, enfin, voilà, au-delà de faire de la médiation dans un salon d'art, à Jeune Création par exemple, ou à Montrouge, ou dans un centre d'art. Et c'était un peu compliqué. Et donc j'ai commencé par faire de la médiation en me disant, je vais gravir les échelons au fur et à mesure. Et puis jusqu'à arriver au début des années 2010, en 2012, à prendre la coordination d'une résidence d'artistes sur le plateau de Mille Vaches en Creuse, en Corrèze à l'époque. Et donc en fait là, j'accumule deux choses. La première, de vivre en milieu rural, ce que je recherchais depuis un moment, et de travailler dans l'art contemporain et d'avoir un poste avec des responsabilités, disons. Donc c'était banco. Et j'ai travaillé pendant un peu moins de 3 ans pour cette résidence. Et pendant ces 3 ans, en fait, j'ai fabriqué aussi tout un réseau professionnel relatif au poste que j'occupais. Et donc, j'accueille des artistes en résidence. Et au bout de 3 ans, je me dis, dont certains qui sont passés par ici, enfin certaines plutôt. Et, et au bout de 3 ans, je me dis, en fait, je crois que ça m'intéresse vachement plus d'aller faire l'artiste que d'être directeur ou de coordonner une structure d'art contemporain. C'est drôle la façon dont tu dis faire l'artiste, comme Mm. effectivement s'il y avait une distanciation entre toi et être un artiste. Et oui, alors j'ai longtemps utilisé le faire artiste. Maintenant, je l'utilise moins, mais j'aime bien continuer à l'utiliser quand je raconte mon parcours. Parce qu'au départ, je fais l'artiste. Au départ, je suis pas du tout artiste. Au départ, je fais l'artiste. Il y a ce problème du syndrome de l'imposteur, de la non-confiance en soi. Donc, c'est plein de questionnements. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée de la carrière, des recherches, des rencontres, de la légitimité acquise, je commence à pouvoir dire je suis artiste. Et parce que c'est aussi reconnu et accepté par mes pairs. Et par moi-même d'abord, je pense que c'est le plus important. Et donc voilà, et donc le faire l'artiste, c'est aussi, ça vient aussi de l'Italie où on dit fare l'artista. Donc c'est aussi, bon, c'est aussi une référence à toute cette partie de vie qui s'est déroulée sur la péninsule, quoi. Voilà, et alors pour reprendre sur le parcours rapidement, donc je termine, je disais que au bout de 3 ans, je pensais que ça me semblait beaucoup plus intéressant d'aller faire l'artiste et d'avoir ce rôle-là plutôt que de les accueillir. Et donc je quitte cette résidence et je m'investis en tant qu'artiste et je disais que pendant ces 3 années, justement, j'avais fabriqué un réseau professionnel et en Limousin en particulier, et en Italie, et dans certains endroits de la France, notamment dans les Hauts-de-France.
Et voilà, et en fait, à partir de 2014, fin 2014, je lâche tout et je fais ma première exposition en fin d'année qui se déroule à Toulon. Et d'ailleurs, voilà, et à Toulon. Et la même année, je termine Les Possessions, donc qui est une œuvre qui est aujourd'hui une œuvre clé, qui est lauréate du prix Talent Contemporain de la Fondation François Schneider, qui rentre donc dans la collection cette année et qui sera de nouveau exposée à la Fondation à l'automne prochain. Alors les possessions, qu'est-ce que c'est? Aide-nous à visualiser. Ouais, les possessions, c'est une œuvre importante. Elle fait écho, comment dire, elle fait écho à différents intérêts, à la littérature de voyage via Jules Verne et à la notion de géographie, de géopolitique. Et cette œuvre-là, en fait, je la crée à l'issue d'un certain nombre d'années en colocation avec un ami géographe passionné de climatologie, de géopolitique, et avec qui on échange beaucoup en philosophie, artistiquement, en géopolitique. Et j'acquiers énormément de choses. Et c'est aussi à ce moment-là que je vais faire les premières œuvres. C'est dans cette période-là où je commence à avoir une nouvelle pensée artistique, une nouvelle pensée conceptuelle, et que j'avais abandonné quand j'étais à la fac, quoi. Donc là, on est à la fin des années 2000. Et Les Possessions, en fait, c'est une œuvre qui est assez grande, qui mesure, disons, 5 à 6 mètres de long sur 1,50 m de haut, par exemple. Elle a un format variable et elle est composée de 333 feuillets qui sont des pages de livres. Donc le livre en question, c'est Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne. C'est une édition de poche. Donc une édition de poche, là il y a 3 éditions qui sont assez vieilles, qui datent des années 60-70 pour avoir une qualité de papier un peu jaunie, un peu granuleuse. Et sur ces pages-là, il y a l'ensemble des cartes, les cartes de l'ensemble des pays du monde, reconnus ou non par l'ONU, ainsi qu'un certain nombre d'îles et d'archipels. Et donc chaque page accueille une carte d'un pays, et ce pays-là est imprimé en noir et ne respecte pas forcément l'orientation nord-sud que l'on a l'habitude de voir sur une carte normale. Et en fait, on se retrouve avec une cartographie très instable, un peu une carte du monde, si tu veux, un planisphère à reconstruire, à recomposer. Et voilà, donc c'est une œuvre qui fascine un peu, qui fascine facilement les gens, autant que moi d'ailleurs, hein, enfin je veux dire, j'en fais partie. Et donc effectivement, cette pièce-là, donc 2014, et elle est sélectionnée la même année, je crois, au Salon de Montrouge. Et après quoi, elle est exposée au MUSEM et là, donc à la Fondation Schneider. Alors en 2022, on fait un bond en avance dans ton parcours. En 2022, tu réunis l'Agence culturelle Dordogne-Périgord avec le Musée national de la préhistoire pour déployer Les Mondes Invisibles, un projet de recherche-exploration consacré à la préhistoire. Tu es lauréat de la bourse Coopération, Création et Territoire portée par le réseau Astre et financée par la DRAC et la région Nouvelle-Aquitaine. Pour ce projet, tu fais le grand écart entre une expérience infantile très précoce et un voyage à proximité du Cap Horn presque 40 ans plus tard. Tu fais également le grand écart entre un monde réel, un monde de la réalisation, et un autre, celui de l'imaginaire et du rêve. Quel est ce projet et quelle est ton action lors de cette résidence au BO sur ce projet? Donc, vaste question. Très vaste question. Bah, aussi vaste qu'une grotte sur le plateau de Saint-Barnabé dans les Alpes-Maritimes et le voyage en terre de feu, quoi. Et ouais, Les Mondes Invisibles, c'est un projet auquel je pense depuis hyper longtemps. C'est un projet auquel je réfléchis depuis mon premier passage en Dordogne au début des années 2010, si je ne me trompe pas, en 2011. Et lorsque je découvre voilà, cet environnement périgourdin, vallée de la Vézère, les Combarelles, Font de Gaume, et puis le Musée national de préhistoire aux Aisy.
Et ce jour-là, quand je circule sur la Vézère en kayak et que je visite et que je sors du Musée national de préhistoire, je me dis un jour je vivrai là, un jour j'y travaillerai. C'est bien beau d'avoir l'envie, il faut trouver le projet, l'idée convenable, cohérente et rencontrer les bonnes personnes aussi, et qui vont pouvoir faire confiance, qui vont pouvoir croire en ce projet-là. Et donc, ce n'est pas une mince affaire, hein, ça se déroule, ça met presque 10 ans à se mettre en place. Et puis, je rencontre une première fois le musée de préhistoire, le pôle d'interprétation de la préhistoire, l'agence culturelle, je ne sais pas, à la fin des années 2010. Mais le projet n'est pas avancé. Le projet est très très vague et bon, voilà, ça ne va pas plus loin. Et puis, en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'était que j'avais pas forcément envie de parler de préhistoire dans Les Mondes Invisibles. C'était pas, enfin, bien sûr que c'est le sujet, mais c'est, comment dire, j'avais pas envie d'aller dans la littéralité. Et donc un jour, j'envoie un mail décisif à la directrice Nathalie Fourmand du Musée national de préhistoire, qui me répond 30 minutes plus tard en me disant « Ok, on peut se rencontrer ». Et donc un mois plus tard, on se rencontre. Et à ce moment-là, j'avais déjà rencontré l'agence culturelle d'Ordonne-Périgord avec Violaine Marollo et Pierre Rousseau. Et on fait une rencontre tous les trois. Enfin, tous les quatre plutôt. Et là, je leur présente Les Mondes Invisibles. Et je leur dis, bah voilà, moi je veux travailler sur la préhistoire à partir de 3 axes de réflexion, 3 axes de recherche, qui sont mes prétextes d'entrer dans la préhistoire. Donc le premier, c'est les figures géométriques qui sont peintes ou gravées dans les grottes ornées et qui représentent la majorité des figurations préhistoriques, paléolithiques. Deuxième axe, la grotte ornée comme espace, comme lieu de transmission. Pas forcément site école, hein, mais un lieu de transmission, un lieu d'échange, de savoir, de connaissances, peu importe. Et le troisième axe, qui est l'axe de la marge d'approche. La marge d'approche, c'est le temps passé entre le départ du lieu de vie et l'arrivée à la grotte qui était connue, presque connue ou absolument inconnue, trouvée par hasard. En d'autres termes, la marge d'approche, c'est ce moment où tu arrives sur le parking et que tu te rends au pied de la voie d'escalade. Et entre le parking et le pied de la voie d'escalade, il peut y avoir 30 minutes de marche ou 1 heure de marche. Et tout ce temps-là, tu vas te mettre en condition avant d'aller gravir les 30 mètres ou les 70 mètres qui vont te séparer du sol. Et en fait, la marche d'approche en préhistoire, telle que je la pense, telle que je l'imagine, elle peut durer évidemment 30 minutes, mais elle peut durer aussi 3 ans. Et quel est l'impact de cette temporalité-là, aussi courte soit-elle, aussi longue soit-elle, sur la qualité des représentations pariétales? Est-ce qu'il y en a une déjà, potentiellement, ou pas? Mais quoi qu'il en soit, c'était des êtres humains, c'était les mêmes que nous, c'était des sapiens, et donc on a les mêmes, potentiellement des sensibilités similaires. Voilà, alors là je m'arrête là-dessus, parce que ce qui est important maintenant, c'est de dire que malgré ces 3 axes-là, et ce que je viens de dire sur la marge d'approche, et la position que j'ai énoncée immédiatement à mes collaboratrices au musée de préhistoire, c'était que moi, dans tous les cas, je ne suis qu'artiste. Et qu'à aucun moment donné, j'allais me mettre en position d'interprétation. Alors, j'ai envie de te demander, quel est l'impact de ces 3 axes et de cette marche d'approche sur le devenir formel du projet, sur la création du corpus d'œuvres plastiques, protéiformes, qui sont aussi l'aboutissement de ce projet? Ouais. Et qui t'entourent. Oui, oui, bah c'est vraiment un mur de recherche. C'est vraiment typiquement les méthodologies que je peux employer entre documents qui viennent s'ajouter au fur et à mesure sur le mur, tentatives de pièces, pièces réalisées, et tout ça se mélange. Et à la fin, ça peut potentiellement fabriquer une nouvelle composition et qui sera alimentée d'objets ratés, d'objets chinés, d'objets réalisés. Et qui va transmettre un nouveau récit. Alors, pour reprendre la question, ça se fabrique sur le temps long. Les Mondes Invisibles, c'est un temps long. Comment ça s'articule moi, j'ai décidé de faire une résidence itinérante, à l'instar de Sapiens il y a 40, 60 000 ans, qui marchait pas
pas mal, disons, qui marchait beaucoup. Et la préhistoire, pour nous, c'est le temps long. Déjà, c'était il y a 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 ans, 60 000 ans. C'est des choses qui dépassent totalement notre entendement. On a déjà du mal à envisager la réalité du monde il y a 150 ans, ou même la réalité de la Seconde Guerre mondiale. On a du mal, même malgré la transmission des informations par nos grands-parents ou nos parents. Donc le temps long est important. Et voilà, donc ce temps long. Et donc j'ai décidé d'être sur l'itinérance et de ne pas envisager, de ne pas avoir d'échéance calendaire. Donc avec le musée, on était parti sur une résidence de 6 mois. Aujourd'hui, on n'envisage pas vraiment de fin, si ce n'est une rencontre publique assez importante pour 2025. Voilà, et dans cette itinérance, il y a différents points. Donc il y a la résidence au Musée national de préhistoire, la résidence Anekatonea à Hendaye, avec le CPIE Littoral Basque, et la résidence au Bel Ordinaire, qui est la dernière escale, disons, de cette temporalité de recherche. Et donc moi, ce qui se passe ici, donc j'aurais passé 1 mois en tout de résidence au Bel Ordinaire. C'est un peu une résidence, un peu un temps bilan sur les recherches, faire un point sur qu'est-ce que j'ai assimilé pendant ces 2 années de découverte, de rencontres, de collaboration avec différentes personnes, différentes structures, différents lieux, différents territoires, comment j'ai appréhendé les territoires, comment je me déplace beaucoup plus facilement aujourd'hui, parce que je sais exactement où est-ce que je vais aller, où est-ce que je dois aller. Par exemple, demain, ça y est, j'ai ma carte avec toutes les grottes ornées qui existent en France et en Cantabrie et en Espagne. Et donc, dès que j'arrive quelque part, je cible l'endroit où je suis et je repère les grottes où sont les grottes et je m'y rends. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est même plus d'aller forcément de rentrer à l'intérieur de la grotte, puisque une majorité sont naturellement fermées ou administrativement fermées. Et donc, je peux aller visiter Gargas, comme ce que j'ai fait au bout de 3 jours en étant arrivé ici. Et voilà, et demain, ce week-end, je vais aller visiter des grottes qui sont un petit peu plus qui sont beaucoup plus discrètes dans le paysage. Mais en fait, l'idée, c'est juste de m'y rendre, faire des photographies de cet environnement-là, capter l'environnement naturel dans lequel se situe ce lieu-là. Bien sûr, l'idée, c'est pas de retrouver la qualité paysagère de l'époque, puisque de toute manière, à l'époque, c'était pas du tout le même climat, il n'y avait pas d'arbres, tous les plateaux karstiques se voyaient. Là, on ne voit plus rien, tout est végétalisé. Mais c'est intéressant, je trouve, parce que les volumes sont plus ou moins pareils. Je veux dire, une falaise qui est comme ça, il y a 15 000 ans, elle est peut-être un peu comme ça aujourd'hui, parce qu'il y a 3 rochers qui se sont cassés la gueule. Mais c'est tout. Voilà, donc il y a ce qui se passe au Bel Ordinaire, voilà, c'est ça, c'est un aboutissement de ces 2 années de pratique territoriale, de pratique conversationnelle, de rencontres avec les guides, les conservatrices, etc. Et j'ai entamé ces petites choses-là, ces 2 tableaux, donc c'est les 2 premiers, c'est vraiment des essais, et qui sont relatifs exactement à ce que je viens de dire. Donc la photographie du point de vue de la grotte, de l'entrée de la grotte. Donc là, on est sur Gargas. La cartographie, la topographie de Gargas, de la grotte de Gargas, qui est connue pour avoir des centaines et des centaines de mains négatives peintes au mur. Et puis un texte de fiction que j'écris, donc où c'est indiqué grotte de Gargas, la période donc 18 000 ans, Gravétien. Voilà, 18 000 ans, c'est sa date, la période paléolithique, et ensuite je déroule, donc ça c'est la partie réelle, qui inscrit le récit dans une réalité. Donc comme quoi on retrouve toujours cette question de la réalité, de l'imaginaire, du rêve. Ce serait quand même compliqué de passer outre en travaillant sur des grottes ornées. Et derrière, je déroule un récit fictionnel qui est relatif, malgré tout, aux connaissances que j'ai pu acquérir à propos de l'histoire de la grotte. Par exemple, ici, donc ça c'est Gargas, à côté c'est sur Marsoulas, donc elles ne sont pas très loin l'une de l'autre, on est à 1h30 d'ici. Et Marsoulas, donc c'est un récit totalement de fiction, et à l'intérieur duquel j'insère
deux personnages qui sont Michel et Carole. Pour les connaisseurs, ils reconnaîtront très bien à qui je fais référence. Et voilà, et qui vont rentrer dans une fiction. Et donc, il y a toujours cette jonction-là de confusion entre réel et imaginaire. Merci beaucoup. C'est bien, comme ça?